Bonjour, je suis Mister Dark Web et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un monde où la réalité est si habilement manipulée que même les plus intelligents peuvent tomber dans le piège. Le Darknet est un endroit où la technologie se transforme de divertissement en une arme redoutable de tromperie. L'histoire que j'ai trouvée sur un forum fermé montre comment une personne a abusé de la confiance d'une grande entreprise internationale en utilisant de faux visages, des voix et des illusions. Imaginez que des décisions commerciales importantes soient prises avec des technologies capables de créer des mensonges qui semblent être vrais. Cette histoire raconte comment un escroc a trompé le système en créant une illusion qui a coûté des millions de dollars à l'entreprise. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires les plus intéressantes et captivantes du monde du Darknet. Aimez si vous êtes curieux de découvrir les moyens les plus inattendus par lesquels les technologies modernes peuvent changer notre vie et partagez vos réflexions dans les commentaires. Pourriez-vous reconnaître la tromperie si vous vous retrouviez dans une telle situation? Ici, dans le Darknet, il n'y a pas de place pour la faiblesse, chaque pas est un risque et chaque vérité est un mensonge dans un nouvel emballage. Je vais vous guider à travers ce labyrinthe complexe et vous montrer comment une personne a réussi à monter une arnaque qui a ébranlé toute une entreprise. Prêt? Alors commençons. Salut à tous, je suis le maître des illusions. Je veux partager avec vous une histoire qui me procure encore de la satisfaction chaque fois que j'y pense. Ce n'est pas simplement un récit de succès ou une arnaque géniale, c'est ma vengeance contre ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient me jeter comme un outil inutile après que j'ai tout donné pour leur succès. Il y a quelques années, je travaillais pour une grande entreprise internationale, dont je vais bien sûr garder le nom secret. J'ai commencé comme tout le monde, tout en bas, mais je suis vite monté en haut. Tout a commencé quand j'étais jeune et ambitieux, avec la tête pleine d'idées. Mon premier poste dans cette entreprise était, pour le dire gentiment, loin des postes de direction dont je rêvais. J'ai commencé comme simple analyste. Je m'asseyais dans un petit bureau au 6e étage, entouré de piles de papier et de feuilles de calcul qu'il fallait transformer en rapports compréhensibles pour la direction. Mon travail consistait à collecter des données, les analyser et tirer des conclusions sur la situation de l'entreprise. C'était de la routine, mais j'ai toujours essayé d'ajouter ma touche personnelle. Pas seulement des chiffres secs, mais des interprétations, des prévisions et des propositions pour améliorer les processus. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'accéder au sommet de la hiérarchie. La direction a rapidement remarqué que mes rapports n'étaient pas un simple résumé de chiffres, mais de véritables plans d'action. Elle a vu que je n'avais pas peur de prendre des responsabilités et de proposer de nouvelles idées. Ils ont commencé à m'impliquer dans des projets plus sérieux, où je ne me contentais plus de collecter des données, mais où je participais à l'élaboration de stratégies pour l'entreprise. Mon patron a apprécié mon approche et j'ai rapidement été promu analyste principal. Après plusieurs années de travail fructueux, on m'a confié la direction d'une petite équipe. Je suis devenu responsable du développement commercial. Désormais, je ne me contentais plus d'analyser des données, mais je développais également des stratégies à long terme pour l'entreprise, je travaillais avec des clients, je négociais et je concluais des contrats. J'ai commencé à voyager dans le monde entier, à rencontrer des partenaires dans d'autres pays, à chercher de nouveaux marchés et des opportunités pour développer mon activité. Mon esprit avait toujours quelques longueurs d'avance. Je voyais des opportunités là où d'autres voyaient des problèmes. J'ai créé des projets qui ont rapporté des millions. Quelques années plus tard, j'ai été promu directeur du développement stratégique. Il ne s'agissait pas seulement de diriger une équipe, je suis devenu un membre de la direction de l'entreprise, quelqu'un qui prenait des décisions avec la direction. Ma parole devenait importante et chaque idée que je proposais avait un impact réel sur l'avenir de l'entreprise. Mais mes responsabilités se sont encore élargies. J'étais désormais responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de nouvelles stratégies de développement, de l'analyse des marchés, de la recherche de nouvelles opportunités commerciales et de la gestion des risques. J'étais à l'origine des décisions stratégiques qui rapportaient des millions. Je ne me voyais pas seulement comme un rouage d'une grande machine, mais comme son moteur. Cependant, comme toute histoire de réussite, la mienne a eu sa part d'ombre. Dès que j'ai commencé à atteindre le sommet, il y a eu des gens autour de moi qui étaient jaloux et qui voulaient prendre ma place. Cependant,
Ils ne représentaient pas une menace pour moi car je savais dès le départ qu'ils étaient jaloux de moi et je savais comment les battre. Je voyais leurs faiblesses, je comprenais leurs motivations et cela me permettait d'avoir quelques longueurs d'avance. Je savais que si l'un d'entre eux essayait de s'opposer à moi, je trouverais toujours un moyen de le mettre hors jeu. Mais la vraie menace n'était pas là où je l'attendais. La véritable menace pour moi était le fils du fondateur de l'entreprise. Il était jeune et inexpérimenté, mais ambitieux, et malheureusement, il avait beaucoup d'influence grâce à son père. Il a commencé à imposer ses idées, mais la plupart d'entre elles n'étaient pas seulement mauvaises. Elles auraient pu causer de graves dommages à l'entreprise. Je m'en suis rendu compte et j'ai essayé de rejeter ses suggestions pour le bien de l'entreprise. Chaque fois qu'il proposait une nouvelle idée, je trouvais des arguments pour expliquer pourquoi elle ne fonctionnerait pas. Au début, il l'a pris comme une critique constructive, mais avec le temps, il a commencé à réaliser que je lui mettais des bâtons dans les roues. Je ne le faisais pas exprès, je voulais vraiment protéger l'entreprise de décisions risquées. Mais il ne voyait pas cela comme une préoccupation pour l'entreprise. Il me voyait comme un ennemi qui bloquait sa progression. La situation s'est aggravée lorsque ses idées ont été complètement ignorées par le conseil d'administration. Il a compris que c'était à cause de moi et a pris des mesures. Dans un premier temps, il a essayé de convaincre les autres membres du conseil d'administration que je sabotais le développement de l'entreprise en faisant passer mes intérêts avant ceux de la société. Il a ensuite insinué que je voulais tout diriger moi-même, que j'étais devenu un dictateur qui ne laissait aucune chance aux autres. Et en fin de compte, son influence et ses relations ont joué leur rôle. Un jour, on m'a dit que je n'étais plus apte à occuper mon poste. On a trouvé quelqu'un d'autre pour me remplacer. Ce n'était pas seulement un coup porté à mon ego. Je n'ai pas seulement été poussé vers la sortie, j'ai été trahi. Mais ce qui m'a le plus exaspéré, c'est leur arrogance et leur méchanceté. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. Ils m'ont ri au nez, me remettant à ma place de favori gauche qui ne comprenait même pas comment fonctionnent les affaires. Mes mérites, mes années de travail, tout cela a été jeté à la poubelle comme si je n'avais jamais rien fait. Mais le pire, c'est qu'ils pensaient que je l'accepterais et que je partirais. Ils pensaient avoir gagné. Et cela m'a donné envie de leur montrer à quel point ils se trompaient. Il n'a pas été aussi facile qu'il n'y paraît à première vue de comprendre qu'ils voulaient se débarrasser de moi. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme un coup de tonnerre. Il s'agissait d'un processus graduel, habilement déguisé en changement et en restructuration de l'entreprise. Mais prenons les choses une à une. Au début, tout s'est passé comme d'habitude. Mes idées valaient un bras de l'or, et chacune d'entre elles suscitait l'admiration de la direction. J'étais invité à toutes les réunions importantes où mes propositions étaient discutées au même titre que les décisions les plus importantes. Je me sentais au sommet du monde, confiant que rien ne pourrait ébranler ma position. Mais quelque chose a changé. Au début, il s'agissait de petites choses que la plupart des gens n'auraient pas remarquées. Je n'étais plus invité à certaines réunions qui étaient obligatoires pour mon département. J'ai mis cela sur le compte de moments de travail routiniers. Peut-être que ma présence n'était tout simplement pas nécessaire. Ensuite, mes rapports ont commencé à recevoir moins d'attention. Ils n'étaient plus discutés lors des réunions, mais simplement pris en note. C'était étrange, étant donné qu'auparavant, chaque document que j'écrivais suscitait une vague de discussion. Le signal suivant concernait l'approche de la prise de décision. Auparavant, toutes mes idées étaient adoptées sans délai, alors qu'aujourd'hui, chaque mot que je prononçais était remis en question. De plus en plus de temps était consacré à la discussion de petits détails qui n'avaient même pas été soulevés auparavant. Il ne s'agissait pas de critiques, mais plutôt d'une tentative de me reléguer à l'arrière-plan. J'ai commencé à remarquer que mes propositions étaient souvent reportées ou discutées sans ma contribution. Un jour, lors d'une réunion régulière, j'ai remarqué la façon dont le fils du fondateur de l'entreprise me regardait. Ce n'était pas seulement le regard d'un collègue ou d'un partenaire, il y avait quelque chose de plus. Une intention cachée, un mécontentement qui couvait depuis longtemps. Ces propositions, que j'avais rejetées auparavant, ont commencé à être de plus en plus soutenues. Je me suis rendu compte que ce n'était pas à cause de leur qualité, mais parce que quelqu'un travaillait activement dans mon dos. Le coup de grâce a été porté lorsque j'ai commencé à être ignoré. L'une après l'autre,
Des décisions importantes ont été prises sans que j'y participe. Le sentiment d'être exclu du jeu est devenu inévitable. J'avais l'habitude de faire partie du cercle restreint où toutes les décisions importantes étaient prises, mais à présent, je n'étais tout simplement pas informé des réunions importantes où je ne l'apprenais qu'à la dernière minute. C'était une façon subtile mais très efficace de me mettre sur la touche. J'ai vu se former autour de moi une coalition que je ne pouvais pas contrôler. Il s'agissait de nouveaux visages, jeunes et ambitieux, prêts à obéir au doigt et à l'œil au fils du fondateur. Ils soutenaient ces idées en tout point, même si elles étaient absurdes. Je voyais ce groupe se renforcer et j'ai compris que leur objectif était de m'éliminer. Le coup de grâce a été porté lorsque j'ai commencé à être ignoré. L'une après l'autre, des décisions importantes ont été prises sans que j'y participe. Le sentiment d'être exclu du jeu est devenu inévitable. J'avais l'habitude de faire partie du cercle restreint où toutes les décisions importantes étaient prises, mais à présent, je n'étais tout simplement pas informé des réunions importantes où je ne l'apprenais qu'à la dernière minute. C'était une façon subtile mais très efficace de me mettre sur la touche. J'ai vu se former autour de moi une coalition que je ne pouvais pas contrôler. Il s'agissait de nouveaux visages, jeunes et ambitieux, prêts à obéir au doigt et à l'œil au fils du fondateur. Ils soutenaient ces idées en tout point, même si elles étaient absurdes. Je voyais ce groupe se renforcer et j'ai compris que leur objectif était de m'éliminer. Mais ils ne savaient pas une chose, j'avais quelques longueurs d'avance. À ce moment-là, j'élaborais déjà un plan de vengeance, et je savais que j'allais leur porter un coup qu'ils n'oublieraient jamais. Lorsque vous travaillez dans une grande entreprise à un poste élevé, vous avez accès à de nombreuses ressources. Dans mon cas, il s'agissait d'un aperçu inestimable du fonctionnement des processus internes et d'un accès à une mine d'informations. Je connaissais tout de leurs opérations financières, je savais qui prenait les décisions et comment elles étaient prises, et je connaissais les faiblesses de leur système de sécurité. J'ai passé des mois à me préparer. Ce que j'ai fait n'est pas un accident ou une décision impulsive, il s'agissait d'un plan mûrement réfléchi, dont chaque étape était essentielle à la réussite. Comme vous le savez déjà, j'ai eu accès à de nombreuses ressources internes de l'entreprise, mais ce n'était qu'un début. Mon plan nécessitait quelque chose de plus, des moyens fiables et anonymes de transférer les fonds volés sur des comptes que personne ne pouvait retracer. Heureusement, je connaissais un vieil ami qui pouvait m'aider. Son surnom était Bob. Il était passé maître dans l'art d'ouvrir et de gérer des comptes dans des banques où les exigences en matière d'identification n'étaient pas aussi strictes que dans la plupart des autres pays. Bob s'occupait de transferts illégaux d'argent, et c'était son territoire. Je connais Bob depuis le début de notre carrière. Il a toujours été quelqu'un qui aimait prendre des risques, à la recherche de solutions de contournement et d'opportunités. Alors que j'ai choisi la voie de l'avancement professionnel légitime, Bob a choisi une voie plus sombre. Il était au courant de tous les flux financiers parallèles, il comprenait comment les banques armées travaillaient dans des pays où des bulles pouvaient être créées et détruites presque sans laisser de traces. Mon plan prévoyait l'ouverture d'un certain nombre de comptes d'entreprise en Turquie, un pays où les contrôles financiers sont assez laxistes et où les banques peuvent fermer les yeux sur certains détails s'ils sont effectués correctement. Je savais que je n'y arriverais pas seul, j'ai donc fait appel à Bob. Je lui ai décrit la situation sans entrer dans les détails, je ne voulais pas qu'il en sache trop, mais c'était suffisant pour qu'il sache que je lui demandais d'ouvrir quelques comptes qui pourraient être utilisés pour transférer des sommes d'argent importantes. Il a accepté, bien sûr, non sans intérêt pour sa part dans l'affaire. Sa rémunération dépendait du succès de l'opération, il avait donc intérêt à ce que tout soit parfait. Bob était un professionnel dans son domaine. Il sait quelle banque choisir, qui contacter et quels documents sont nécessaires. Il a rapidement organisé toute la paperasserie nécessaire en utilisant des hommes de paille et de faux documents d'entreprise, et il avait ses propres collaborateurs spécialisés dans ce genre de choses. Tout s'est déroulé parfaitement. En quelques semaines, j'avais une douzaine de comptes prêts à recevoir des fonds. Chacun de ces comptes était aussi anonyme que possible. Ils étaient ouverts au nom de différentes personnes, dont la plupart n'existaient même pas. Grâce à Bob, j'avais non seulement accès à ces comptes, mais aussi un plan en cas de problème. Il savait comment transférer rapidement l'argent en crypto-monnaie et le disperser dans différents portefeuilles afin qu'il soit presque impossible à retracer.
C'est cette assurance qui m'a donné la certitude que je passerais inaperçu. Nous avons convenu qu'une fois les transferts effectués, Bob transférerait rapidement l'argent sur les comptes en crypto-monnaie et le diviserait en petits morceaux qui iraient ensuite dans différents portefeuilles. De cette manière, même si quelqu'un ouvrait une enquête, il lui serait très difficile de retracer toutes les transactions et encore plus de trouver le destinataire final. Ce processus était comparable à la préparation d'une partie d'échecs avec des dizaines de mouvements à l'avance. Chaque mouvement était pensé dans les moindres détails. C'était un véritable art de la tromperie, et Bob, comme moi, en appréciait chaque instant. Lorsque tous les comptes ont été prêts, et que nous avons effectué des transferts tests pour nous assurer que tout fonctionnait, j'étais persuadé que notre plan serait imparable. Nous étions au sommet, et personne ne se doutait que nous avions déjà leur entreprise entre nos mains à ce moment-là. Mon ami avait fait sa part du travail et avait disparu dans l'ombre, me laissant avec des comptes vierges et prêts pour la grande finale. Et ce n'était que le début. Ensuite, il est devenu évident que j'avais besoin d'une technologie capable de tromper même les yeux les plus vigilants. Ce n'était pas une simple idée qui m'est venue à l'esprit toute seule. Un jour, un vieil ami programmeur et moi avons commencé à parler de ses projets. Il travaillait dans le domaine de l'intelligence artificielle et, comme d'habitude, il aimait parler de ses dernières réalisations et de ses projets. Cette fois-ci, il a expliqué qu'il travaillait sur un projet lié aux technologies deepfake. Il a expliqué comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour créer des vidéos réalistes en imitant les visages, les voix et les manières des gens avec une telle précision qu'il est presque impossible de les distinguer de la réalité. L'idée m'a intéressé. J'ai tout de suite vu comment elle pouvait être utilisée dans mon projet. Mais il y avait un hic. Je n'avais aucune expérience de ces technologies. Mes connaissances en matière de programmation étaient limitées et je savais que je devais apprendre à fond pour éviter de commettre des erreurs. J'ai donc commencé à communiquer davantage avec ce programmeur. Au début, il ne s'agissait que de petites conversations, au cours desquelles je montrais un intérêt sincère pour son travail. Je savais qu'il appréciait l'amitié et le soutien, et je l'ai progressivement convaincu que nous étions devenus de vrais amis. Il a cru que j'admirais ses réalisations et qu'il était heureux de partager ses connaissances avec moi. Je l'ai invité à déjeuner à plusieurs reprises afin d'élargir notre communication au-delà des sujets liés au travail. Il m'a fait de plus en plus confiance et à chaque fois nous avons approfondi les aspects techniques de deepfake. J'ai posé beaucoup de questions, essayant de comprendre comment le processus fonctionne du début à la fin. Il a même accepté de me montrer en pratique comment créer de telles vidéos à l'aide des outils dont il dispose. Bien sûr, il ne savait pas pourquoi j'étudiais vraiment ce sujet. Il pensait que je m'intéressais simplement à la technologie et que je voulais comprendre son potentiel. Mais j'ai rassemblé des informations, accumulé des connaissances, et petit à petit, j'ai commencé à tester moi-même la création de vidéos deepfake. Au début, ça rappelait qu'il s'agissait de simples expériences, mais chaque jour, je devenais de plus en plus confiant. Bientôt, je disposais des compétences et des outils nécessaires pour créer un deepfake réaliste. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de mettre ces connaissances à mon service. Mon ami programmeur n'a jamais compris ce que j'essayais vraiment de faire. Pour lui, ce n'était que de l'amitié et un intérêt commun pour les nouvelles technologies, mais pour moi, c'était la clé de ma revanche. Yadias. La première étape était simple. J'ai créé une fausse image du directeur financier de l'entreprise. Imiter son visage, sa voix et ses manières et tablettes n'était pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Grâce aux vidéoconférences, aux réunions et au discours public de cet homme, j'ai rassemblé suffisamment de matériel pour créer le deepfake le plus réaliste possible. Cependant, avant de donner l'ordre d'effectuer des transferts importants, j'ai décidé de procéder à un appel test pour m'assurer que tout fonctionnait parfaitement et que les employés de l'entreprise ne soupçonneraient rien d'étrange. J'ai préparé un court scénario pour cet appel, en décidant qu'il s'agirait d'une conversation normale avec l'un des cadres intermédiaires. Pas de tâches ou d'ordre spécifique, juste une conversation décontractée pour voir s'il m'accepterait comme un vrai directeur financier. J'ai programmé l'appel à un moment où la plupart des cadres étaient encore à leur bureau. En utilisant mon deepfake, j'ai composé le numéro de l'un des employés chargés de préparer les rapports financiers. Il s'agissait d'un homme d'âge moyen qui travaillait dans l'entreprise depuis longtemps et qui connaissait personnellement le directeur financier. L'image et la voix qui passaient par la liaison vidéo étaient parfaites.
Je l'ai salué en lui rappelant quelques détails mineurs de son travail que j'avais pu apprendre plus tôt. Nous avons discuté de quelques aspects mineurs des états financiers et de questions générales sur la préparation du rapport annuel. Je surveillais constamment ses réactions, essayant de déceler le moindre indice de méfiance. Mais tout s'est déroulé sans problème. Il s'est comporté comme s'il parlait à un vrai directeur financier. Il n'a pas douté un seul instant qu'il parlait à quelqu'un qu'il connaissait bien. Nous avons mis fin à l'appel après quelques minutes de discussion, et j'ai terminé la conversation par des phrases standards, ce qui a encore renforcé le sentiment d'authenticité. Après cet appel test, j'étais enfin convaincu que Deepfake fonctionnait parfaitement. Les employés de l'entreprise n'ont eu aucun soupçon, me considérant comme le vrai directeur financier. C'était la dernière vérification, avant que je ne décide de passer à la partie principale de mon plan. Je savais maintenant avec certitude que je pourrais les manipuler lorsque le moment serait venu d'agir pour de vrai. L'étape suivante consistait à convaincre le service financier de transférer les fonds sur mes comptes. J'ai décidé qu'au lieu de passer un appel général à tous les membres du département financier, j'agirais de manière ciblée, en contactant chaque employé clé individuellement. Ceci afin de garantir une efficacité maximale et d'éviter toute suspicion inutile. La première personne que j'ai contactée était le chef du service financier, qui était un décideur clé dans les grands transferts. Au cours de la conversation, j'ai conservé le ton confiant, voire légèrement condescendant, typique d'un directeur financier. Nous avons parlé de la nécessité de clôturer rapidement plusieurs transactions importantes, en insistant sur le fait que ces transactions avaient été convenues personnellement avec la direction générale. J'avais déjà préparé un plan qui comprenait des détails sur des transactions fictives afin de le convaincre que toutes les transactions étaient réelles. Je savais qu'il était prudent et qu'il avait besoin d'arguments clairs pour toute décision. La conversation a commencé par une discussion sur quelques transactions qui, selon moi, pourraient intéresser la direction. J'ai mentionné les accords conclus avec de nouveaux partenaires en Asie et en Europe, en soulignant que ces contrats s'inscrivaient dans une stratégie plus large visant à pénétrer de nouveaux marchés. J'ai parlé de partenaires dont ils n'avaient jamais entendu parler, mais qui semblaient extrêmement convaincants grâce aux détails que j'avais préparés à l'avance. J'ai indiqué que ces partenaires étaient spécialisés dans le développement de technologies de pointe qui constitueraient la base des nouveaux produits de l'entreprise. Cela semblait être une étape stratégiquement importante pour l'entreprise, et c'était le genre d'accord qui avait souvent été approuvé dans le passé. J'ai également ajouté que ces projets étaient personnellement approuvés par le fondateur de l'entreprise pour donner plus de poids à mes propos. L'élément clé est la manière dont j'ai présenté ces accords. J'ai insisté sur le fait qu'ils avaient été approuvés au plus haut niveau, comme s'il s'agissait d'une décision du fondateur lui-même, qui ne demandait qu'à être mise en œuvre. Je lui ai dit que les documents étaient prêts et qu'il ne restait plus qu'à effectuer les transferts pour conclure les transactions. Le directeur financier était toujours aussi prudent, mais je sentais que ma stratégie fonctionnait. J'ai ajouté un détail supplémentaire. J'ai dit que le fondateur de l'entreprise avait personnellement insisté pour que ces transactions restent secrètes jusqu'à leur conclusion, afin d'éviter les fuites d'informations et d'éventuelles actions de la part de concurrents. C'était très similaire aux décisions prises auparavant et le chef du département financier l'a pris pour acquis. Ensuite, j'ai contacté le comptable qui supervisait les opérations financières quotidiennes. Je lui ai parlé d'une manière plus détendue, comme s'il s'agissait d'un contrôle de routine sur l'état des affaires. Je lui ai dit que je voulais m'assurer que tous les fonds nécessaires étaient transférés à temps sur les comptes appropriés, et j'ai insisté sur le fait que cela devait être fait dans les prochaines heures. Le comptable m'a calmement assuré que tout était sous contrôle et qu'il commençait déjà à préparer les documents pour les transferts. Je n'avais plus aucun doute. Ensuite, j'ai contacté le comptable qui supervisait les opérations financières quotidiennes. Je lui ai parlé d'une manière plus détendue, comme s'il s'agissait d'un contrôle de routine sur l'état des affaires. Je lui ai dit que je voulais m'assurer que tous les fonds nécessaires étaient transférés à temps sur les comptes appropriés, et j'ai insisté sur le fait que cela devait être fait dans les prochaines heures. Le comptable m'a calmement assuré que tout était sous contrôle et qu'il commençait déjà à préparer les documents pour les transferts. Je n'avais plus aucun doute. Enfin, j'ai contacté l'employé responsable des approbations financières, sans la signature duquel aucun transfert important ne peut être effectué.
J'ai commencé par poser une question sur les transactions déjà effectuées, puis j'ai abordé en douceur la nécessité d'approuver de nouveaux transferts, en soulignant que ces transactions faisaient partie d'un plan plus vaste de la direction de l'entreprise. Il a souligné que ces opérations faisaient partie d'un plan plus vaste de la direction de l'entreprise et qu'elles avaient déjà été convenues par Crypto avec le chef du département des finances. Même s'il avait voulu vérifier la véracité de mes propos, puisqu'il n'avait pas d'accès direct à la direction, il n'aurait pu que s'adresser au chef du service financier, qui aurait confirmé ma version, puisque je l'avais préalablement convaincu de sa véracité. Mais l'employé a écouté attentivement et n'a même pas pensé à remettre en question mes propos, car tout lui semblait si familier et crédible. Chacun de ces appels était réfléchi et précis. Je savais qu'il suffirait d'une erreur pour ruiner tout le plan, j'ai donc choisi mes mots et mon ton avec soin, contrôlant chaque aspect de la conversation. Tous les employés à qui j'ai parlé m'ont pris pour le vrai directeur financier et ont suivi mes instructions sans poser de questions. Tout était si crédible que le département financier n'a même pas douté qu'il s'agissait d'un véritable ordre de la direction générale. Cette approche m'a permis d'éviter toute attention inutile et d'assurer la bonne exécution d'une série de transferts vers des comptes que j'avais préparés à l'avance. Toutes les personnes que j'ai contactées étaient convaincues de faire leur travail normal, sans savoir qu'elles faisaient partie de mon escroquerie élaborée. 15 virements pour un montant total énorme, des millions de dollars. Aucun de ces imbéciles ne s'est rendu compte qu'il parlait à un imposteur. Je me suis assis devant l'écran et j'ai ri en regardant l'argent arriver sur les comptes bancaires turcs que j'avais ouverts pour les faux noms. C'était un vrai moment de triomphe. J'avais gagné un jeu auquel ils ne savaient même pas qu'ils jouaient. Lorsque tous les transferts ont été effectués, j'ai ressenti ce que l'on appelle un triomphe absolu. L'ironie de la chose, c'est que cet argent m'est parvenu grâce à ceux qui pensaient avoir le contrôle. Mais ne croyez pas que je me sois contenté d'attendre que l'argent apparaisse sur mes comptes. Toutes les transactions ont été effectuées par le biais de crypto-monnaies, ce qui a rendu leur suivi difficile. Bien sûr, il aurait été impossible de transférer l'argent directement du compte de l'entreprise vers les portefeuilles de crypto-monnaies, c'est pourquoi j'ai mis au point un système plus complexe. Dans un premier temps, l'argent a été transféré sur plusieurs comptes offshore enregistrés au nom de personnes fictives. Ces comptes appartenaient à des sociétés fictives qui, selon la documentation, étaient engagées dans des services de conseil ou dans la fourniture d'équipements de haute technologie, des transactions qui pouvaient facilement s'intégrer dans les processus commerciaux de la société. Cela était nécessaire pour couvrir les transactions de manière convaincante et éviter les soupçons du département financier. Comme vous le savez déjà, mon vieil ami Bob m'a aidé dans cette tâche. Ensuite, à partir de ces comptes offshore, les fonds ont été transférés sur les comptes de plusieurs bourses en ligne qui prenaient en charge les échanges de crypto-monnaies. Bob a choisi des bourses qui avaient la réputation d'être fiables et peu regardantes sur l'origine des fonds. Pour créer une couche supplémentaire d'anonymat, les fonds ont été divisés en petits montants et transférés par l'intermédiaire de plusieurs bourses différentes afin de les rendre difficiles à tracer. À chaque étape de la transaction, Bob a utilisé différents outils pour brouiller les pistes. Une fois les fonds convertis en crypto-monnaie, ils ont été dispersés dans plusieurs portefeuilles que j'ai gérés par le biais d'échanges sombres où l'anonymat était le plus grand. De cette manière, l'argent de l'entreprise s'est transformé en une piste numérique presque impossible à retracer. Cette méthode me permettrait de garder le contrôle des fonds à l'avenir, en minimisant le risque d'être démasqué. Je savais qu'il faudrait des mois, voire des années, à la police et aux services d'enquête pour démêler l'écheveau complexe des transactions que j'avais créées, et d'ici là, je profitais déjà de ma liberté à l'abri de leurs regards. Je me suis également ménagé un alibi au moment des transferts, afin d'éviter tout soupçon en cas de problème. Sachant que tout faux pas pouvait éveiller les soupçons, j'ai décidé de donner l'image irréprochable d'une personne qui ne semblait même pas avoir l'occasion de participer à ces transactions. Tout d'abord, j'ai organisé un voyage à l'étranger sous couvert de vacances. J'ai préparé des billets à l'avance, réservé un hôtel de luxe et même posté sur les médias sociaux que je partais pour des vacances bien méritées. Mon plan était de paraître aussi détaché que possible de toute transaction financière. Pendant mes vacances, j'ai continué à être actif sur les médias sociaux, publiant des photos et des vidéos des destinations touristiques que je visitais. Tout cela, en cas de soupçon,
donnerait l'impression que j'étais vraiment loin de tous les événements et que je n'avais rien à voir avec le crime. Chacun de mes pas a été soigneusement planifié pour confirmer mon alibi. Pour plus de protection, j'ai également veillé à ce que mes appareils électroniques indiquent que j'étais à l'étranger au moment des transferts. J'ai utilisé divers moyens d'anonymisation afin que toute tentative de traçage de mes activités indique que je faisais tout autre chose. Cette histoire soigneusement élaborée m'a permis, même en cas d'enquête, d'apparaître comme quelqu'un qui profite de la vie, ignorant tout de ce qui se passe dans l'entreprise. C'était ma façon de laisser toutes les traces dans le passé et d'assurer mon immunité. Vous savez ce qui est le plus drôle ? Après tout cela, lorsqu'ils ont compris ce qui s'était passé, j'étais assis dans un hôtel de luxe à l'autre bout du monde et je regardais les informations en essayant de comprendre comment cela avait pu se produire. La police, ses experts, tous se mordent les coudes pour essayer de démêler cet écheveau. Je comprends que beaucoup d'entre vous puissent dire que c'était risqué, que j'aurais pu aller en prison. Mais les gars, le risque est parfois le seul moyen d'accéder à la liberté. Je ne pouvais pas m'en aller en laissant à quelqu'un d'autre tout ce que j'avais créé. Je voulais leur montrer qu'ils avaient fait une grosse erreur en décidant de se débarrasser de moi. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire, et elle montre clairement à quel point l'utilisation des technologies à des fins de tromperie et de manipulation peut être dangereuse. Les technologies créées pour le divertissement et l'amélioration de nos vies peuvent facilement devenir des armes entre les mains de ceux qui n'ont pas peur de violer la loi. Mais il est important de se rappeler que de telles actions ne mènent jamais à un véritable succès. Les mensonges et la tromperie n'apportent pas de bénéfices à long terme, ils ne créent qu'une illusion de succès. Les risques et les conséquences de ces actions peuvent être dévastateurs, même si tout semble se dérouler comme prévu. Être un citoyen respectueux des lois, aspirer à un travail honnête et respecter les règles, c'est la seule voie vers de véritables réalisations. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en savoir plus sur des événements similaires, intéressants et captivants du monde du Darknet, abonnez-vous à la chaîne. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà été confronté à des situations où la confiance s'est transformée en tromperie, ou ce que vous pensez des technologies modernes. Sont-elles un salut ou une menace ? Et n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et aider à diffuser ces histoires, pour qu'elles soient connues du plus grand nombre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, il y a encore beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la prochaine vidéo.